suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette importante annonce. Au cours des derniers jours, le gouvernement du Canada, en collaboration avec l'Université Laval, a annoncé le financement d'un projet de recherche pour l'inclusion sociale des personnes aînées dans Charlevoix. La subvention octroyée s'élève à 4,3 millions de dollars. On reçoit aujourd'hui deux membres de l'équipe de recherche de ce projet. Bonjour, messieurs. Je vous Bonjour. demanderais, pour débuter cette entrevue-là, en quoi consiste l'inclusion sociale des aînés? Là? À quoi est-ce qu'on réfère lorsqu'on parle du concept d'inclusion sociale des personnes aînées? La définition qu'on a retenue est celle qui apparaît dans l'appel de proposition du gouvernement fédéral quand ils ont lancé l'appel à projet. Alors, parce qu'elle est simple, elle est courte et compréhensible, alors on définit l'inclusion sociale comme la capacité de participer à toutes les sphères de la société, d'y contribuer et d'en tirer parti. OK? Donc, dans l'inclusion sociale, on veut participer dans notre communauté, avoir un sentiment d'appartenance. On veut que les services qui sont développés dans la communauté, on puisse en bénéficier aussi. On peut penser au transport, par exemple, ou aux services d'aide à domicile quand on en a besoin. Donc, c'est très large, l'inclusion sociale, et c'est pour ça que pour travailler sur cet enjeu social complexe, il faut agir sur plusieurs cibles. Justement, quels volets là, seront visés précisément dans ce projet de recherche-là? Est-ce qu'on souhaite stimuler la participation à la vie démocratique des personnes aînées? Est-ce qu'on souhaite lutter contre l'isolement dans leur maison? Effectivement, l'inclusion sociale, comme le disait André, c'est un phénomène complexe, hein? Donc, il y a plusieurs dimensions qui influencent l'inclusion, l'exclusion sociale. Et puis, on peut déjà, parce que ça fait partie de la demande qui a été déposée dans le cadre de l'appel à projet, dire qu'il y aura certainement des efforts pour briser l'isolement des personnes les plus éloignées. Okay. Donc, peut-être par des visites d'amitié. Sûrement aussi la fracture numérique. C'est un enjeu qui est assez important. Il pourrait y avoir, par exemple, des projets, je vais en nommer, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le travail est encore à faire. Hein. Le plan d'action, le plan de travail commun reste à élaborer avec l'ensemble des acteurs là, présents. Donc, mais à titre d'exemple, tout de même, il pourrait y avoir un accompagnement offert aux personnes aînées qui perdent leur permis de conduire. Il pourrait y avoir un transport accompagnement vers des épiceries économiques. Il pourrait y avoir une campagne de sensibilisation sur l'âgisme ou la discrimination liée à l'âge. Oui. Ou bien une campagne de sensibilisation sur favoriser la bientraitance dans les communautés. Donc, ce sont des exemples que je cite ici, mais je rappelle que le travail reste à faire. Hein? On est dans une initiative, dans un projet ou la démarche collective qui est naissante. Donc, ce sont l'ensemble des acteurs intersectoriels, mais les personnes aînées elles-mêmes qui vont définir des actions pour faire, qui vont faire en sorte que les barrières à l'inclusion vont tomber une à une. Voilà. Ça donne une bonne idée des projets qui pourraient être soutenus éventuellement. Comment va fonctionner la mécanique derrière ça entre l'Institut de recherche à l'Université Laval et les organismes partenaires dans la région? Ce sont les organismes qui vont contacter directement les personnes aînées pour participer à différents projets ou de votre côté, vous lancerez un appel ouvert au public? Si je demande, par exemple, la question à M. Desjardins, là, vous êtes accompagnateur dans les milieux. Vous avez déjà des partenaires qui sont partie prenante du projet? Effectivement, les partenaires sont déjà présents. Le cercle pourrait s'élargir en fonction des chantiers, des actions à déterminer. Donc, les modalités d'octroi du financement ou des subventions, c'est aussi un aspect là, qui doit se préciser, qui va se préciser en cours de route, effectivement. Puis, ce qui est important de souligner, c'est que les organismes, les organisations, les acteurs qui recevront ce montant-là, acceptent de travailler en collaboration intersectorielle. Hein? On veut passer d'un impact isolé vers un impact collectif, là, où on détermine ensemble, on collabore ensemble pour déterminer les pistes d'intervention qui sont les plus
les plus adéquates pour répondre aux enjeux de l'inclusion, de l'exclusion sociale. Donc, je vous dirais, oui, vraiment des modalités à déterminer ensemble. Et puis, l'apport de l'IVPSA dans ce projet, c'est un rôle d'animation, de concertation, de coordination. Hein? Puis, l'IVPSA arrive, de par sa mission, sa vocation, avec un volet recherche, transfert de connaissances et formation. Donc, l'idée, c'est de faire bénéficier le milieu de ces connaissances-là. Mais je dis bénéficier, en fait, on parle vraiment de co-construction. Donc, chacun apporte son expertise exactement. Puis la met au centre de la table pour développer une vision commune, des actions communes pour solutionner l'enjeu de l'inclusion sociale. Vous parlez d'intersectoriel, ça veut donc dire qu'il y aura différents spécialistes de différentes disciplines qui seront sollicités. On va faire appel, par exemple, à des travailleurs sociaux, à des médecins en santé communautaire. Donnez-moi une idée, là. Ben, si on parle de discipline, effectivement, il y a beaucoup de... entre autres, parmi celles que vous avez mentionnées, il y a l'organisation communautaire. Donc, via le CIUS, on travaille déjà en étroite collaboration avec les organisatrices communautaires. Il y a de l'expertise au niveau de l'IVPSA en service social. Au niveau de la santé, bien évidemment, on est quand même bien réseauté. Mais au-delà de l'interdisciplinaire, ça va être beaucoup l'intersectoriel. Donc, tout le milieu communautaire, il y a de nombreux organismes qui sont déjà présents lors de nos... À date, on a eu 2 rencontres, là, même si le projet n'était pas annoncé officiellement, ne pouvait pas débuter. On a aussi les MRC, comme vous l'avez vu à l'annonce officielle, donc sont déjà partie prenante. On a le CIUS, donc organisme public aussi. Il faudra voir si le privé, est-ce qu'il y a des résidences pour personnes aînées ou d'autres modalités de type de logement collectif qui pourraient s'intégrer ou s'impliquer dans la démarche. Et l'autre particularité de ce programme-là, et c'est peut-être un atout, c'est que ça permet dans les 6 premiers mois de développer ensemble le plan qu'on va suivre au cours des 5 années que dure le programme. Donc, on n'a pas été obligé de faire ça précipitamment quelques semaines avant le dépôt de la demande. Oui. On va plutôt le faire en prenant vraiment l'avis des gens et aussi en impliquant davantage les personnes aînées. Parce que là, on a le temps et on va avoir une structure qui va avoir été conçue ensemble pour ce faire. De là, le principe de co-construction. Pourquoi est-ce que la région de Charlevoix a été ciblée pour un projet de cette taille-là, de cette envergure-là, M. Tourigny? Bien, le projet, je pense que c'est le message important là, de cet après-midi, c'est que le projet vient de Charlevoix. Alors, l'idée est née dans Charlevoix, compte tenu des besoins. On a fait allusion à l'isolement social. Les gens en couronne périphérique là, de la Malbaie de Saint-Paul, donc, ont des défis en plus que juste en pensant au transport. Donc, si on revient à la définition d'inclusion, de participer pleinement, mais si on n'est pas capable de se mobiliser puis en entrant en interaction avec d'autres, ben, c'est déjà un obstacle. Alors, oui. L'idée vient donc de Charlevoix et les besoins étaient perçus. Ils ont commencé à préparer une demande, puis en cours de route, on a sollicité l'IVPSA. Donc, on est là en soutien, on apporte l'expertise, l'expérience, aussi de projets similaires. Et compte tenu que la force que ça prend, on l'a déjà, c'est qu'il y a un consensus auprès des partenaires à l'effet qu'il y a des besoins et qu'on veut s'y attarder. Alors, c'est à nous de trouver des solutions ensemble. Est-ce qu'on a des comparatifs de d'autres projets qui auraient été menés dans d'autres régions périphériques de la capitale nationale et qui nous donneraient une idée des retombées sociales ou économiques potentielles qui pourraient avoir lieu dans notre région au terme de ces 5 années? Bien, si vous faites allusion à ce type de projet-là, donc par Emploi Développement Social Canada, avec un peu la même logique dont j'ai fait mention tout à l'heure, il y a eu un projet dans la ville de Québec, puis il y a le projet qui se termine au 31 mars, qui est sur la communauté métropolitaine de Québec. Oui. Donc, il n'y a pas de projet similaire
à une région telle que Charlevoix. Donc, c'est très difficile de tirer l'enseignement. Puis les autres projets à Montréal étaient vraiment en milieu urbain. Et il y a eu un projet en Estrie qui pourrait nous servir aussi d'inspiration, mais sur une moins grande échelle. Donc, ça sera une première à suivre. Ça pourra faire des petits, comme on dit, puis inspirer d'autres projets au Québec ou ailleurs. Sait-on jamais. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et puis, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je vous souhaite une très bonne continuité. Ben, vous aussi. Merci pour cette occasion. Merci beaucoup. Oui, au plaisir. Merci.